Je voudrais bien commencer par vous demander pardon, si vous voulez, pour deux raisons. La première, c'est que le français, ça peut semblant que je le parle bien. Mon accent est assez bon, mais ma connaissance de la langue est assez rudimentaire et je m'en sers rarement. Alors, je ne sais pas comment ça va marcher, en tout cas. Pour nécessiter les choses que je vais vous dire seront des choses simples, si vous voulez. Et l'autre raison pour demander votre indulgence, c'est que je me trouve ici dans une situation un tout petit peu embarrassante. On a parlé aujourd'hui et on va parler encore au sujet des figures extrêmement importantes dans la vie intellectuelle de l'Europe. Et je me trouve ici dans la position où je dois parler avec moi, à propos de moi-même. Alors c'est un peu difficile, je ne peux pas le dire. Mais je vais essayer de circonvenir, si je peux, cette situation et de parler, si vous voulez, de mouvement d'une idée ici. Et de vous faire un rapport sur ce fait. Quelle idée? Dans le titre de mon présentation ici, c'est Joël a mis ça dans le contexte d'une confrontation entre une idée nationale, si vous voulez, un mythe national. Pardon? Oui. Mais le mythe dont on parle ici, c'est le mythe qui est très cher aux Polonais. On en a parlé hier dans le contexte où la Tchécoslovaquie fut mentionnée. Le mythe d'être une victime perpétuelle comme nation et comme société. Et en effet, si on regarde l'histoire de la Pologne, c'est une histoire assez difficile avec des voisins qui étaient très, très grands et avec des ambitions impériales et à travers des centaines des années, spécialement pendant le 19e siècle et le 20e siècle aussi, et la Pologne a été violée, si vous voulez, et s'est trouvée dans une situation très difficile maintes fois. Et spécialement pendant la guerre. Pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et elle fut divisée entre Hitler et Staline, le pays au commencement en 1939, et les occupants ont commis des violences extrêmes vis-à-vis la société tout entière. On connaît très bien naturellement l'histoire de la Shoah, des Juifs polonais qui ont été tués tous, ou presque tous, mais c'était aussi les élites et des diverses couches de la société polonaise qui ont été le cible des répressions terribles et d'une terreur extraordinaire. Alors, le sens de victimisation, naturellement, est bien enraciné, si vous voulez, dans l'expérience historique. Mais alors la narrative qui va se présenter au cours, et dont moi j'ai écrit des œuvres, en particulier le texte le petit livre que Joël a mentionné, les voisins, qui a créé beaucoup une réponse assez générale sur ce sujet. C'était la réalisation que pendant la guerre, d'une part, la société fut victimisée par les occupants, mais d'autre part,
il y avait, on rencontrait des attitudes et des sentiments profondément antisémites dans la société polonaise, et en effet, maintes couches de la société polonaise, des Polonais, comme a dit Joël, se sont engagés dans des actes de violence extrême vis-à-vis leurs voisins juifs, leurs concitoyens juifs. Et c'était cette histoire qui était très difficile d'absorber, si vous voulez, pour la société polonaise quand elles en étaient articulées, si vous voulez, et on devait les confronter. Mais je voudrais bien commencer par... Alors, je vais vous parler comment cette idée... Ce n'est pas une idée, en effet, c'est seulement un enregistrement de faits, s'il vous plaît. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de spéculation. Ici, c'est seulement réalisation de ce qui s'est passé et qui était submergé pendant beaucoup de temps dans la société polonaise, si vous voulez. Ça ne pouvait pas monter sur la surface si je peux retourner pour un petit moment vers les années 60, quand nous étions encore des jeunes gens, moi et mes amis, et on s'occupait beaucoup, on s'intéressait beaucoup de l'histoire de la Pologne. Ça donnait un frisson, si vous voulez, parce que pendant la période communiste, il y avait beaucoup des thèmes, beaucoup des épisodes de l'histoire qui étaient dont on ne pouvait pas parler, qui étaient cachés, on mentait à propos de ce qui s'est passé dans le mouvement communiste en tant que répression stalinienne. Qui ont touché pas seulement des Polonais, mais des Russes aussi, l'histoire de Goulag, par exemple, l'histoire du pacte Ribbentrop-Molotov, de la division du pays entre Staline et Hitler. Beaucoup d'aspects de l'histoire étaient, si vous voulez, hors censure. On ne pouvait pas écrire et s'informer dans les médias qui étaient officiellement sanctionnés. Et alors, nous nous intéressions, quand je dis nous, enfin c'était un milieu des jeunes gens à Varsovie, la plupart. Et le personnage central parmi nous, le plus doué sans doute, mais aussi le plus énergique, le plus charmant, si vous voulez, c'était très important parce qu'il devait charmer beaucoup des professeurs et des intellectuels pour qu'ils s'intéressent de nous, des enfants qui étaient encore à l'école. C'était Adam Michnik. Et ceux de vous qui sont intéressés dans l'histoire de l'Europe de l'Est, vous connaissez son rôle prééminent après comme un intellectuel par définition qui participe en politique et a des conséquences. Ses idées et ses actions ont des conséquences énormes. Il était aussi, et il fut en effet dans les années 70, ou commençant avec les années 70, un grand ami de Václav Havel, dont nous avons parlé hier, et encore plus que ça, du point de vue de notre colloque, il est intéressant de savoir, il me semble, que l'essai que Havel a écrit, le pouvoir des sans-pouvoir, c'était une pièce que Adam a demandé à Havel d'écrire pour un samizdat en Pologne, dont il était rédacteur. Alors, eh bien, on s'intéressait de beaucoup de choses. On a organisé des discussions sur un tas de divers issues. On lisait avec un grand intérêt
les publications, pas seulement ceux qui étaient publiés en Pologne, mais aussi ceux qui étaient publiés en émigration polonaise. Kostek Gebert a parlé aujourd'hui le matin de cette maison de publication Kultura qui s'est établie à Paris et où Czesław Miłosz publiait après ses poèmes, ses essais. C'était une initiative énorme, fantastique, et qui donnait au public intéressé en Pologne alternative, s'il vous voulez, en tant qu'il était très difficile d'obtenir les livres et le mensuel Kultura qui était publié à Paris et naturellement on ne pouvait pas être vendre officiellement nulle part en Pologne, mais les milieux d'intelligentsia à Varsovie avaient en effet été au courant de ce qui s'est passé là-bas. Alors on lisait des choses et s'intéressait de toute façon de problème, sauf un. Le problème de qu'est-ce qui s'est passé avec les Juifs pendant la guerre. Nous savions naturellement qu'il y avait de la Shoah, que les Juifs en étaient tués en masse. Mais pour nous, c'était une question, un problème, une histoire sans problème, si vous voulez. C'était des Allemands qui ont organisé naturellement l'extermination des Juifs. Et s'il y avait des Polonais qui en étaient engagés d'une manière ou de l'autre, c'était des traîtres. Il y avait un mot spécial qui était un mot extrêmement négatif en Pologne, Schmalzownicy, ceux qui ont trahi des Juifs aux Allemands, où on essayait de demander de l'argent pour des Juifs qu'ils identifiaient avant qu'ils les trahissaient aux Allemands, et c'est tout. Enfin, chaque société a ses criminels, eh bien, c'est un problème qui ne nous intéressait pas. L'unique aspect de la question juive, si je peux le dire, qui nous intéressait un tout petit peu, et comme je dis, nous étions un groupe de jeunes gens très curieux et assez bien informés de choses qui étaient, que les communistes voulaient cacher sous le tapis, si vous voulez. L'unique chose qui nous intéressait un tout petit peu en tant que les Juifs, l'histoire des Juifs en Pologne contemporaine, c'était le pogrom de Kielce. Le pogrom de Kielce est seulement parce que on entendait des histoires que c'était probablement la police secrète ou même la police secrète soviétique qui a provoqué ce pogrom. Et alors ça nous donnait... C'est un élément curieux ici, dans cette situation-là. Et je me suis rendu compte, dans un certain moment, j'étais déjà à l'Ouest, après l'émigration qui fut en conséquence des événements de mars de 1968 et de la campagne antisémite qui s'est dévoilée en Pologne. 10 ou 12 000 des gens ont quitté le pays. Et j'étais en train de faire mon doctorat. Je me suis rendu compte que, en tant que sujet d'histoire contemporaine de la Pologne, le sujet de relations entre Polonais et Juifs pendant la guerre, après la guerre, était unique dans le sens que toute la littérature qui fut produite sur ce sujet en Pologne communiste, dans le contexte de la censure qui existait là-bas, et en même temps que la littérature, les articles, les livres qui ont été écrits sur ce sujet, ou touchant à ce sujet, dans l'émigration, étaient interchangeables, si vous voulez. Que la narrative était fixée et il n'y avait pas d'alternative ici.
ce qui était vraiment unique parce qu'on pourrait dire que n'importe quel sujet vous touchez, l'histoire du Parti communiste, l'histoire de Pologne entre-guerres, l'histoire de, naturellement, le pacte Ribbentrop-Molotov, il y avait des narratifs qui étaient en concurrence, si vous voulez, qu'on produisait dans l'émigration et en Pologne communiste. Alors, ce que je vais dire, c'est que la négation, ou plutôt l'absence de sensibilité, qu'il y avait quelque chose qui posait un problème, qui pouvait et devait être questionné dans le domaine des rapports entre juifs et polonais. Et la négation de ce fait, ce n'était pas seulement le cas du point de vue des nationalistes extrêmes, des antisémites, si vous voulez, ce qui ne serait pas surprenant. C'est que parmi l'opinion publique en général, parmi les couches qui étaient complètement opposées au antisémitisme et nationalisme, aussi il y avait un sens que rien difficile, rien à expliquer ne s'est passé entre juifs et polonais pendant la guerre. J'ai commencé à avoir doute sur ce sujet. Et à un certain moment, en des années 80, j'ai écrit un essai qui fut publié dans un journal que nous, ça veut dire l'immigration, qui un milieu qui a quitté la Pologne en 68. Nous avons organisé un journal qui s'appelait Annex, c'est déjà fini, on a cessé de le publier il y a bien une dizaine d'années au moins. Et c'était, si vous voulez, comme une répétition de Cultura, mais le vague suivant des exilés politiques de Pologne qui ont établi leur propre maison d'édition. On avait publié là-bas un numéro au sujet des relations polono-juives en 1986. Ça veut dire un peu avant que le socialisme réel en Pologne est tombé, si vous voulez. Et là-bas, j'ai écrit une pièce qui s'intitulait sur les relations polono-juives, où j'ai questionné la narrative principale, si vous voulez, sur le fait que l'assistance que les Polonais ont portée aux Juifs pendant la guerre était la chose qu'à vrai dire, on ne pouvait pas demander plus de gens, parce que c'était une activité qui était la plus dangereuse dans le contexte de la Pologne occupée, la plus dangereuse, quelque chose qui disait beaucoup, parce qu'en Pologne, l'État clandestin, ça veut dire l'activité anti-nazie, était développée plus que n'importe où dans l'Europe occupée par les nazis. Alors, les Polonais s'engageaient dans la contestation de l'ordre nazi, et naturellement, ils étaient férocement persécutés pour ce fait. Et même dans ce contexte-là, l'assistance portée aux Juifs, on disait, était une chose beaucoup plus dangereuse que toutes les autres activités qu'on pouvait conduire. Et dans ce sens-là, naturellement, les observations des Juifs qui étaient dessus du fait que c'est ce qui s'est passé en Pologne, on pouvait dire on ne pouvait rien faire. C'était une attitude, une opinion qui était
encore une fois, on l'a trouvé parmi les milieux et les couches qui étaient de gauche, libérales, pas du tout antisémites. Et je me suis interrogé sur le fait comment ça se fait que cette activité d'aide, porter l'aide aux Juifs, était beaucoup plus difficile que toutes les autres choses qu'on faisait contre les Allemands. Premièrement, il faut observer que la punition, le nombre des gens qui en étaient arrêtés, mis dans des camps de concentration, exécutés, tués par les Allemands pour les activités clandestines, était beaucoup plus large que le nombre des gens qui en étaient tués pour l'aide portée aux Juifs. Alors dans ce sens-là, naturellement, la peur des Polonais ne peut pas expliquer qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait vis-à-vis des Juifs. J'ai lu des témoignages, j'ai lu des rapports dans la presse clandestine, des articles qui ont été publiés là-bas. Et ma thèse, qui était logée, si vous voulez, dans ce matériau historique, était que, essentiellement, la vraie différence entre l'activité clandestine anti-nazie et l'aide qui était portée aux Juifs, qui était aussi activité anti-nazie par les Polonais. La vraie différence, c'était qu'il y avait une norme sociale qui supportait la clandestinité et en tant que la norme sociale dans le cas d'attitude envers les Juifs ne supportaient pas ces activités. Les gens qui aidaient les Juifs se trouvaient comme des parias dans la société polonaise. Ils étaient mis en danger par leurs voisins qui les dénonçaient pour ce fait. Et à cause de ça, c'était mon hypothèse là-bas, c'est que l'activité de porter l'aide aux Juifs était plus dangereuse que n'importe quelle activité anti-nazie qui était autre, si vous voulez, parce que là-bas, il y avait un général consensus que c'est ça ce qu'on doit faire, et si vous rencontrez quelqu'un qui n'était pas dans votre organisation, vous pouvez anticiper qu'il va vous aider dans ce que vous faites. En tout cas, je ne veux pas prolonger ça jusqu'à pour trop longtemps. C'est un article. Ce que je voulais dire, c'est que quand Alik Smolar, qui était le rédacteur en chef de Annex, quelqu'un que certains de vous connaissent, je suis sûr, il s'est établi et après 68 dans un certain moment à Paris. Il était à CNRS, dans le laboratoire, premièrement de Raymond Aron et puis de Pierre Kende. Mais en même temps, il travaille beaucoup en Pologne. Et il était le rédacteur en chef de ce annexe. Et il n'était pas très confortable avec ce texte-là. Il l'a envoyé à quelques de nos amis en Pologne. Spécifiquement, c'était Jacek Kuroń, un des grands dissidents et de maîtres penseurs de la dissidence en Pologne, mais aussi Władysław Bartoszewski, quelqu'un qui était un des très courageux activistes de la Żegota, de ce mouvement l'aide aux Juifs, et à Jan Józef Lipski, un autre intellectuel qui jouait un grand rôle dans la politique. Et l'article de Lipski était un texte au sujet duquel j'ai formulé mes arguments là-bas dans ce texte. Et moi, Alik a reçu une correspondance qu'il m'a donnée après pour voir comment ils ont réagi à ce texte-là. Alors, Bartoszewski, qui... il était engagé, comme je vous dis, dans la clandestinité, dans l'organisation clandestine pendant la guerre. Il travaillait dans une unité dans laquelle ma mère aussi était engagée comme
dans son activité clandestine. Il la connaissait. De l'autre côté, il a rencontré mon père. Il fut arrêté après la guerre et mis en prison sous le régime stalinien. Et c'est mon père qui était avocat, qui fut son défenseur. Et Bartoszewski avait des très bonnes mémoires de cette rencontre. Alors, Bartoszewski a répondu à Smolar, tu sais, moi, je connais les parents de Gross, ce sont des gens très bien, je ne veux pas entrer dans la polémique avec lui. Jacek Kuroń lui a répondu, mes parents, moi, je viens d'un mariage où mon père était un juif assimilé, ma mère est catholique. Jacek Kuroń lui a répondu, je pense que le sang de Maccabée s'est réveillé dans Janek. Alors il a écrit quelque chose assez stupide, mais naturellement je ne vais pas écrire rien contre vous, contre lui. Je suis sûr qu'après la publication de ces textes, vous allez recevoir des critiques, et moi je vais vous défendre quand le temps va être propice, pour ainsi dire. Lipski a répondu dans le même sens, si vous voulez. Pour en finir, ce que je vais dire, c'est que lorsqu'on travaille, et ça c'est une affaire qui s'est prolongée après, j'ai eu des moments et des contextes dans lesquels ça s'est accentué même. Quand on travaille contre la norme, si vous voulez, contre le mythe qui est très bien enraciné et qui joue beaucoup de rôles, qui donne de légitimité à certaines attitudes. Ce n'est pas seulement les ennemis idéologiques qui vont de temps en temps tourner contre une personne qui le fait. Ce sont aussi des amis, des gens avec lesquels on partage, si vous voulez, une sensibilité, des idées, des orientations, et qui, dans un certain moment, regardent ce qu'on a fait comme un acte d'irresponsabilité ou de même quelque chose qui est pire. C'est ça ce que, si vous voulez, Kostek Gebert a parlé un tout petit peu à propos de ça dans le cas de Miłosz, quand il a fait sa déclaration, c'était aussi, parmi ceux qui l'ont attaqué, était un nombre de ses anciens amis qui écrivaient maintenant des textes contre lui. Et si vous vous souvenez, toute proportion gardée naturellement, le cas de Hannah Arendt, de son livre sur le procès d'Eichmann, la réaction qu'elle a reçue était pour elle extrêmement pénible parce qu'il y avait beaucoup de ses amis qui se sont tournés contre elle. Dans mon cas, la situation n'est pas tellement drastique, mais ce que je veux dire, et ici je vais conclure mes propos, c'est que c'était une idée, notamment de réaliser qu'il y avait une violence extrême qui s'est produite pendant la guerre, dont les Polonais de diverses couches de la société étaient responsables vis-à-vis leurs voisins juifs. C'est une idée très difficile à absorber dans la société polonaise. Après la publication des voisins, il y avait une discussion très intéressante et très profonde, je dirais. Il y a une section de la société qui a reconnu que quelque chose de dramatique s'est passé. Une autre qui est complètement fermée à révélation de ce genre.
Mais en tant que la situation se présente maintenant, naturellement, ce régime nationaliste qui est au pouvoir est dans une phase de confrontation et de négation de l'histoire. Mais pour en finir sur un point optimiste, je dois dire aussi que à partir, il y a maintenant 15 ans au moins, où l'historiographie de la Shoah en Pologne s'est développée avec une énergie formidable, et qu'il y a un tas des œuvres où le fait de la coopération, si vous voulez, des divers éléments dans la société polonaise, dans la persécution des Juifs, est établi, est éclairé, est documenté, et dans un sens fondamental, c'est une histoire qui déjà appartient dans le sens scolaire, en tout cas, et à la conscience polonaise. Merci beaucoup.